Nous voici dans les profondeurs. Ice Climber, on l'a vu, une licence un petit peu sans fans. Il n'y a pas l'air d'avoir de communauté extrêmement active derrière ces personnages. Ça m'a fait un peu de la peine de savoir ça. Les petits Ice Climber, ils sont trop mignons, les pauvres. Donc quoi, tout le monde s'en fout, il n'y a pas de fans. Je me suis du coup donné pour quête de me dire... Je vais trouver des fans Ice Climber. Je suis sûr qu'en cherchant sur cette planète, ça doit exister des gens qui ont une histoire un peu singulière avec le jeu, qui ont de l'affect pour ces petits Inuits tout mignons. Je vous ai fait un petit top 5 des fans que j'ai trouvé de Ice Climber, j'en ai contacté quelques-uns. Et vous allez voir que, en fait, en ayant fait ce top 5, j'ai fait des découvertes que je vous révélerai à la fin de cette chronique. Mais pour le moment, 5 fans que j'ai trouvés sur le net. Déjà, j'ai contacté Jenna aka Tamarin Frog. Jenna, elle a la trentaine, elle est finlandaise. Son métier, c'est artiste. À 13 ans, Jenna, elle est tombée amoureuse des personnages dans Smash Bros Melee. Et c'est alors qu'elle s'est souvenue qu'elle avait joué à ce jeu quand elle était enfant, chez son cousin, sur NES. Ils avaient un jeu idiot où elle prétendait être la mère de Popo, donc le personnage principal de Ice Climber, et son cousin prétendait être le père. Du coup, ils scénarisaient, vous savez, on se raconte des histoires quand on est enfant, ils scénarisaient le jeu en disant qu'ils envoyaient leur fils aller chercher des légumes pour la famille. Et quand ils perdaient dans le jeu, ils faisaient un peu les dramaturges, ils disaient « Oh non, mon fils !» Voilà, donc vraiment, ils ont eu une petite relation comme ça avec Ice Climber quand ils étaient jeunes, tellement que, vous le voyez, elle s'est mise à dessiner des histoires des Ice Climber dans différents univers, dans l'univers de Zelda, et à chaque fois, c'est des bandes dessinées d'une quinzaine de pages. Elle a même fait un challenge, un dessin par jour pendant 30 jours en janvier 2014 pour les 30 ans de la franchise. Voilà, donc vous pouvez voir plein de dessins où elle les met en scène et on espère qu'elle sera encore là pour les 40 ans. Deuxième fan, un monsieur qui s'appelle Hyde209 qui a fait un EP carrément de Ice Climber. This game is very special to me because this was the first console game I ever played. Il vient de dire, c'est le tout premier jeu auquel j'ai joué, donc il a une place spéciale dans mon cœur. Et ça c'est très important parce que on peut critiquer les jeux, dire ils sont pas bien, etc. Mais on a tous un jeu un peu pourri qu'on adore parce que c'était notre premier tout simplement. Et quand c'est notre premier, les choses sont différentes. Il a même fait un petit court-métrage d'animation pour un petit peu introduire son EP. Voilà, donc c'est d'un style un peu voilà, c'est le style de la musique de Ice Climber, donc c'est un peu spécial. Fan numéro 3, Ali Nadi, c'est cette personne, Ali Nadi, qui est une écrivaine Anishinaabe, donc un peuple autochtone d'Amérique du Nord, et elle aime les Ice Climber et surtout Nana. Pour rappel, Nana, c'est le personnage rose dans les Ice Climber, donc la version fille du personnage. Ali Nadi, elle s'est penchée sur la question de la représentation des femmes autochtones dans la culture, en créant un test en 3 questions pour évaluer la qualité d'écriture de ces personnages. Donc ça s'appelle le Ayla Test, dont les 3 questions sont les suivantes. Est-ce que cette femme indigène aborigène est le personnage principal? Première question. Est-ce que cette femme indigène aborigène tombe amoureux d'un homme blanc? Deuxième question. Est-ce que cette femme indigène aborigène finit violée ou assassinée en cours de récit? En posant normalement ces 3 questions sur un personnage amérindien dans un film, généralement vous pouvez voir si oui ou non elle répond à ces clichés parce que selon les communautés il y a des caractéristiques qui reviennent beaucoup des archétypes. C'est le genre de démarche qui fait partie de la grande vague woke qui fait beaucoup parler, qui fait beaucoup débat aussi, avec notamment Marvel qui fait des super-héros de toutes les nationalités pour représenter toutes les communautés de manière positive. C'est un vaste débat dans lequel on va pas rentrer, mais en tout cas pour Ali Nadi, il s'agit de faire un effort pour que les enfants des communautés discriminées grandissent mieux. Vaiana par exemple est pour elle un bel exemple. De ses propres mots, elle dit « J'aime ce personnage parce que ma grand-mère est originaire du Nil. Et j'imagine son émotion si elle avait vu ce film enfant. Je pense pas qu'elle aurait eu honte d'être une indigène. » C'est son point de vue. Et Nana, dans Ice Climber, est woke en fait. Elle est totalement... Dans son test, elle est ici, elle dit d'elle-même de ses propres mots, bien que leur ethnie n'est jamais explicitement stipulée, ils sont considérés généralement comme Inuit Yupik. Sur la page Wikipédia, ils sont appelés par le terme péjoratif Esquimaux. Ainsi, ils sont les premiers natifs américains de l'histoire à être des personnages de jeux vidéo. Fan numéro 4, Christopher O. Je suis tombé en fait sur cette vidéo intitulée Nintendo Ice Climber versus Microsoft Kinect. Christopher, il a 37 ans et c'est un computer vision spécialiste. Donc un métier pointu pour lequel il a fallu faire beaucoup d'études. C'est dans le cadre de ses études, à ce monsieur, qui s'est intéressé à la Kinect. C'est une caméra qui a été beaucoup détournée par les scientifiques, par les bricoleurs, tout ça, parce qu'en fait, vraiment d'un coup, ça rendait accessible une technologie qui ne l'était pas avant. Et pour le coup, il y en avait une dans son laboratoire. Et il a choisi d'adapter Ice Climber pour cette démo, pour son doctorat. Parce que le scrolling vertical s'adaptait bien, déjà, vous voyez, il pouvait monter, ça aurait été plus compliqué un jeu en scrolling horizontal. Et surtout, parce que, enfant, il a grandi au nord de la Suède, près des montagnes, et quand il ne skiait pas pendant les vacances,
il jouait au jeu avec les copains de son quartier. Voilà, donc ça l'a marqué assez pour qu'en tout cas il pense à ce jeu pour sa démo Kinect. Fan numéro 5, et alors là on est sur un niveau au-dessus, mais avant de vous parler de ce monsieur, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez remarqué un point commun de tous les fans que je viens de vous stipuler, outre Ali Nadi, celle qui était amérindienne? Est-ce que vous avez remarqué un point commun? Ils viennent tous ceux que j'ai interviewés, ils viennent tous de Scandinavie. Trop bizarre, c'est-à-dire que vraiment c'était pas calculé, je suis allé voir ces gens indépendamment les uns des autres. Ce qui me met la puce à l'oreille encore plus, pendant mon enquête, c'est que le fan ultime dont je vous parle n'est rien de moins que le président de la République de Finlande, qui a été président de 82 à 94, donc Mono Koivisto. Le président de la Finlande a avoué que son jeu préféré c'était Ice Climber. En fait, son beau-fils, il lui a fait découvrir la NES à l'époque, il était à fond dans le jeu, il lui faisait essayer ses invités, donc on peut imaginer vraiment que le président, quand il recevait ses invités, il leur faisait jouer à Ice Climber. Et c'est là que je me suis dit, attends, est-ce qu'il n'y a pas une relation singulière entre la Scandinavie et les jeux Ice Climber? C'est là que j'ai découvert un bundle exclusif existe de la NES, avec vendu à l'intérieur Ice Climber. Vous voyez le petit sticker jaune là? Ça montre quel jeu il y a à l'intérieur. La Scandinavie est le seul à avoir eu ce jeu en bundle. Pourquoi? Alors est-ce qu'ils se sont dit, ah il fait froid là-bas, vas-y on leur met un jeu dans les montagnes? Ok, pourquoi pas, ça me paraît un peu léger, mais j'ai découvert via ce bundle qu'il existe effectivement une relation spéciale entre Nintendo et cette région. Il y a une mention spéciale qui existe sur le site de Nintendo officiel qui montre que Nintendo côté Suède, Danemark, Norvège et Finlande n'est pas géré par Nintendo mais par une entreprise qui s'appelle Bergsala. Il faut que vous sachiez que Nintendo, dans le monde entier, en fonction de la région, c'est Nintendo en interne qui gère. Donc il y a Nintendo of America, Nintendo of Europe, etc. Donc ils ont à chaque fois créé leur propre branche pour eux-mêmes gérer les choses. Et en Scandinavie, a priori, c'est le seul endroit où ce n'est pas le cas. Et en plus, quand on veut se rendre au siège de cette entreprise nommée Bergsala, on se rend compte que c'est un petit peu plus spécial, pareil que ce qui existe ailleurs. Quand on se rend sur place, hop, voilà, ici vous voyez un petit bâtiment marqué Nintendo, et ici une petite colonne avec un Mario. On est au 21 rue Mario, ils ont créé une rue qui s'appelle Mario. Et le bâtiment que vous voyez, outre le siège à côté un petit peu normal, c'est un musée. Donc là on a les premiers articles, on a les Game & Watch, et ici, on a la NES. Et qu'est-ce que vous voyez en bas dans les jeux entreposés de ce musée? Je vous ai fait une petite capture d'écran. On voit le Ice Climber. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est fou quand même parce qu'ils mettent à côté de Super Mario Bros, qui est un jeu à un succès incomparable, on parle de dizaines de millions de ventes, et à côté, ils mettraient Ice Climber comme si ça avait la même importance. Et on peut même voir que le gérant de la boîte Bergsala, eh bien, quand on lui demande de prendre une photo, qu'est-ce qu'il prend dans sa main? Encore une fois, Ice Climber. C'est là que j'ai découvert l'histoire de cette branche de Nintendo. Le monsieur qu'on voit ici, il s'appelle Ove Bergsten. Et en fait, il a une histoire incroyable avec Nintendo. Ce monsieur, en 81, il fait un voyage d'affaires. Et Ove Bergsten découvre une Game & Watch et tombe amoureux de la machine, qui n'avait pas été exportée jusqu'ici. Quand il rentre, il se dit qu'il y a un truc à faire parce que c'est vraiment trop bien ce jeu. Lui, il est juste propriétaire d'un petit magasin d'électronique. Mais quand même, il tente un fax à Nintendo Japon. Il demande à discuter et à importé pour eux en Suède, j'ai pas précisé que ce monsieur est suédois, pardon, en faisant mine que lui, il a une grosse boîte de distribution qui serait capable de distribuer les Game & Watch pour eux. Sachez que c'est quelque chose qui va revenir dans l'histoire, c'est que Bergsten, il ose des trucs, c'est un monsieur qui a pas peur. Sachant que Ove Bergsten, il dit que c'était facile de mentir à l'époque, il n'y avait pas internet, etc. Donc Nintendo of Japon, quand ils voient ça, bon, ils se disent ok, pourquoi pas, sachant que Nintendo, à l'époque, c'est encore une petite boîte, ça n'a pas du tout l'ampleur que ça va avoir plus tard. Du coup, ils envoient des modèles à ce monsieur, et après quelques essais, en Suède, et ben ça finit par être concluant, ça se vend bien. Ove pense vraiment qu'il y a un quoi jouer, et du coup il se dit, pour aller plus loin, il va se rendre à Kyoto, là où il est le siège de Nintendo. Il va s'y rendre directement pour passer une grosse commande. Il y va sans rendez-vous, et ça marche, il parvient, après maintes péripéties, à voir le responsable export. Sachant que lui, pour séduire les gens, il a 4 techniques. 1. Toujours amener un cadeau. 2. Ne pas harceler. 3. Essayer de vous faire inviter à manger. Et 4. Travailler pour rencontrer les bonnes personnes, parce qu'on vous présente rarement la bonne personne au début. Et du coup, à ce monsieur, responsable export Japon, il lui demande « Ok, je voudrais les droits de distribution pour la Suède, puis pour la Scandinavie. » Mais pour sympathiser avant, il lui raconte l'histoire de la Suède, sa culture, il lui fait une espèce de guide touristique sur la Suède pour que ça dure assez longtemps et que l'heure de manger arrive et qu'il lui propose d'aller manger ensemble pour continuer la discussion. Et ben ça ne loupe pas, ils passent 3 heures à discuter, ils vont manger et surtout boire, ils finissent sous. Ils se lient d'amitié quelque part, et avant que le responsable export ne raccompagne Ove Bergsten à son hôtel, et ben Ove,
Avant de partir, il lui dit « Attends, je vous ai ramené un cadeau, merci d'avoir pris soin de moi aujourd'hui. » Il lui offre un cendrier en cristal. Parce que pourquoi pas. Humainement, il s'est passé quelque chose. Il obtient les droits pour la Suède le lendemain. Après, ça n'a pas été si simple. Là, il se fait encore passer pour un gars qui a l'infrastructure pour gérer ce genre de bise. Nintendo lui explique quand même que si tu veux vendre les Game & Watch en Suède, il faut en commander minimum 10 000. Ce qui représente un investissement de 100 000 euros. Hein. Donc quand t'es une boîte normale, c'est énorme. Il se démène auprès de la banque pour essayer de les avoir. Il finit par y arriver. Encore une fois, il y a beaucoup de péripéties. Et ça prend. On parle d'un nombre de ventes incroyable. Vous le voyez là, il y a un article sur lui. On parle de 1,7 million de ventes là-bas en Suède, sachant qu'il y a 8 millions d'habitants. En termes de taux de vente par rapport au nombre de personnes, c'est incroyable. Et pendant les années 80, il va continuer à venir à Kyoto et à toujours être un petit peu à la découverte des derniers produits Nintendo. Ça sera un petit peu le seul étranger qui va découvrir la Famicom avant qu'elle sorte, découvrir la Game Boy avant qu'elle sorte. Là, on le voit en train de jouer à Duck Hunt pour une télévision suédoise. Et en fait, à ce moment-là, il y a une relation qui se fait entre lui et sa boîte, qui devient du coup, qui a beaucoup grandi depuis, où là, il s'est vraiment évertué à être à la hauteur de son mensonge finalement. Sa relation avec la firme est devenue si intime aujourd'hui que, encore une fois, contrairement à tous les Nintendo étrangers, ils lui ont dit, au moment où ils ont commencé à exporter tous leurs produits à l'étranger, non, toi, on va pas créer de Nintendo spécial, c'est toi qui va gérer ça parce que depuis c'est devenu un habitué, il connaît bien le truc. Regardez, il a même eu l'honneur d'avoir le petit dessin en 2007 par Shigeru Miyamoto. Donc voilà l'histoire de ce monsieur. Ma théorie, c'est que si, au-delà de l'exploit de ce monsieur Ove Barksdale d'avoir mis les pieds au Japon et d'avoir créé cette exception pour Nintendo, si Ice Climber a eu Ice Climber et la NES en bundle exclusif, c'est lui qui a dû choisir ça. Donc c'est à lui qu'on doit le fait que les Ice Climber ont quand même des fans en Scandinavie. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que cette communauté de fans de Scandinavie serait suffisante pour qu'un jour Nintendo se dise ça vaut peut-être le coup maintenant, Ice Climber, de les remettre sur le devant de la scène dans un jeu à part hors Smash Bros. Eh bien, c'est quelque chose qui a été cru par certains internautes. Le dessin que vous voyez là, il date de 2021, donc c'est une histoire récente. À ce moment-là, quand le monsieur que vous voyez ici, Takaya Imamura, a publié ce dessin, les gens ont cru que c'était un dessin d'un nouveau jeu Ice Climber. On est d'accord qu'il y a une certaine ressemblance, notamment surtout avec la vidéo qui était liée à ce jeu, je vous la montre. Donc vous le voyez, il y a un jeu qui s'apparente à de l'escalade, ça nous fait vachement penser à Ice Climber. Le personnage qu'on incarne semble très similaire. Donc à ce moment-là, vraiment sur Twitter, les gens commencent à se dire ça y est, ils sont en train d'enfin faire Ice Climber. Et s'ils se disent ça, c'est parce que la personne derrière le dessin que vous avez vu, c'est pas n'importe qui, c'est tout simplement l'homme qui a créé Fox McCloud, très précisément. C'est lui qui a créé Captain Falcon dans F-Zero, donc en 89. Il a travaillé chez Nintendo de 89 à 2021 je crois. Du coup, les gens sur Twitter, c'était assez légitime de se dire si lui il montre un personnage comme ça, c'est que ça peut être lié à ça. Il y a une petite confusion du coup qui a régné sur ce sujet et je vous propose que pour y voir plus clair, j'ai tout simplement invité le créateur du jeu qu'on vient de voir. Vous avez devant vous Amin Hafidi, un monsieur que vous allez découvrir, vous allez voir qu'il y a un parcours incroyable. Avant qu'on aille plus loin dans cette histoire de Ice Climber 3D, qu'est-ce que c'est que cette histoire un petit peu confusante, je te propose qu'on découvre un petit peu ton parcours. De base, je suis de Paris, donc j'ai étudié le game design à Paris pendant 4 années environ. Et donc une fois que mon cursus était terminé, j'ai décidé de partir au Japon. Je pensais rester 6 mois, mais au final, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis ici. Et je bosse dans le jeu vidéo ici. Du coup, tu enchaînes les contrats, tu es passé par Sony Japan, Game Freak, Kojima Productions, grâce Hopper, et aujourd'hui tu es chez Shape Farm. Au début, j'imagine que tu n'avais pas forcément prévu, tu n'as pas trop calculé que tu allais rester au Japon. Qu'est-ce qui fait que tu es resté? Est-ce que tu t'es intégré? Est-ce que tu parles japonais? Comment ça s'est passé pour toi? Pour être tout à fait honnête, quand moi je suis arrivé au Japon, je me suis dit, si j'arrive à rester 6 mois, c'est bien. Parce que je parlais pas japonais quand je suis arrivé, c'était un peu difficile tout ça. Et au final, j'ai pu rester au Japon. Le fait aussi d'apprendre la langue m'a fait rester aussi. Je voulais pas partir du Japon sans vraiment m'être imprégné en fait de tout ce que le pays avait à m'offrir. C'est vraiment la raison principale pour laquelle je voulais rester au Japon, c'est d'apprendre et faire des jeux vidéo avec des Japonais. Donc là, tu es Shape Farm actuellement, c'est ça? Là-bas, je suis senior level designer, donc je m'occupe de l'agencement des niveaux, de la construction des niveaux. Ok. Et du coup, en parallèle de ton travail, il y a quelques années maintenant, je crois, tu as commencé à développer un jeu sur ton temps libre. Voilà, ça c'est un des premiers croquis que tu as fait.
T'as commencé à développer le fameux jeu dont on a vu la vidéo là avant qu'on commence cette interview d'alpinisme. Pourquoi t'as commencé à créer ce jeu sur ton temps libre et pourquoi dans l'univers de la neige comme ça? Moi, en fait, à la base, quand j'avais créé ce projet-là, c'était vraiment pour apprendre Unreal, en fait. Unreal J'étais vraiment en train Engine, de- un moteur de jeu très connu. Ouais. Je me dis, voilà, je vais essayer de faire un petit prototype et voir ce que je peux faire avec ce projet. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, tout ce qui est la montagne, la neige, enfin, de mon projet, en fait, c'était quelque chose qui s'est décidé vraiment après ça. Enfin, les bases que j'avais décidées, en fait, en amont, c'était, j'ai envie de faire un jeu à la première personne. Ok. Et j'ai envie d'avoir une mécanique unique, en fait, que je vais essayer d'utiliser dans tout le jeu, en fait. Au lieu de rajouter des mécaniques supplémentaires, c'est d'avoir une seule mécanique et c'est de construire le jeu autour de ça. Ok. Et cette mécanique est devenue un grappin. Et au final, le background de la nature, la montagne, s'est imposé de lui-même, en fait. Ouais, bah, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les jeux vidéo, c'est-à-dire on pense déjà mécanique et après on voit un petit peu ce qui se rapproche de ce genre de mécanique en termes d'univers et c'est ça en découle. On voit un petit peu l'univers, le grappin. À chaque fois que je vois cet objet, on pense tous à Toy Story, je pense. Exactement. Bien Euh, sûr. mais du coup, on le voit aujourd'hui, ce projet qui devait être un court projet d'apprentissage, c'est à muter en jeu complet. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que tu dises, ok, en fait finalement, j'en fais un gros projet. En fait, à force de bosser dessus, je me suis dit, ok, bon, bah, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose assez fun, il y a passer du temps à affiner, à policher, et puis je me dis, bon, bah, je pense qu'il y a eu le tournant qu'il y a eu, c'était, bon, bah, je voulais faire ce qu'on appelle une vertical slice dans le jeu vidéo, c'est vraiment une version du jeu qui, on va dire, plus ou moins polish, en fait, qui permet de vendre le jeu, en fait. J'ai un ami qui habite en Corée, qui me dit, écoute, il y a un salon qui s'appelle Busan Indie Connect, il me dit, est-ce que ça te dirait d'essayer de l'envoyer et de voir ce que ça donne. Du coup, j'ai soumis le projet qui a été accepté dans le salon, c'était en 2018, du coup, bah, ça c'est plutôt bien passé. Enfin, j'ai eu des bons retours, tout ça. Ça m'a vraiment motivé. Je me dis, bon, bah écoute, je vais essayer de le faire de manière complète et voir ce que ça donne. Et du coup, est venu le moment dans ton jeu, après les mécaniques, un petit peu l'univers, de créer le personnage qu'on incarne. Et c'est là que tu as demandé de l'aide à ce monsieur, James Turner. Il a bossé chez Game Freak, donc la boîte qui fait les Pokémon, qui est connu d'ailleurs, je crois, pour être le premier étranger à avoir designé des Pokémon hors Japon. Donc ce qui devait être un honneur pour lui, j'imagine. Et donc, tu demandes à ce monsieur, est-ce que tu peux me faire le personnage de mon jeu? Donc c'est un ami? Comment ça s'est fait? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre 2017-2018, j'ai bossé chez Game Freak. Malheureusement pas sur Pokémon, mais sur un jeu qui s'appelle Little Town Hero. En fait, moi, quand je suis arrivé chez Game Freak, je voulais vraiment le rencontrer. Je me dis, bon, il était assez connu, donc et du coup, on est devenus assez bons amis. On est très bons amis maintenant. On allait manger assez ensemble, on discutait tout ça, et puis à la fin, au moment où j'avais parti de Game Freak, j'ai dit écoute, je fais ce jeu-là, et j'aimerais bien en fait, je vais pas demander le personnage, mais je vais demander en fait ce qu'on appelle le key art en fait du jeu, c'est en gros l'illustration principale du jeu. Il était super chaud, il m'a dit ouais carrément avec plaisir, il m'a littéralement rien fait payer, j'ai invité à manger un soir pour le remercier d'avoir fait ça. Donc déjà en fait c'est lui qui a créé un petit peu ce côté inuit, voilà sa petite combi. Et c'est là que aussi donc Imamura, la personne qui a fait le tweet qu'on a vu tout à l'heure, est allé plus loin. Donc tu lui as donné cette base et tu lui as demandé de créer tout le reste en fait de ce personnage, c'est ça, tous les autres visuels. C'est exactement ça, en fait, Imamura, donc du coup, qui est, comme tu l'as présenté, qui a bossé pendant plus de 30 ans chez Nintendo. Donc c'est lui qui a créé les personnages de Star Fox, de F-Zero, il était aussi directeur artistique sur Majora's Mask. Oui c'est vrai, c'est lui qui a créé Tingle, j'ai vu. Exactement, Ouais. c'est ça. Enfin, pour moi, je suis un très grand fan de Star Fox, de F-Zero, Et du coup, j'ai envoyé un message sur Twitter, il est très facile de l'approcher en fait. Et je lui ai dit, voilà, je fais ce jeu-là, est-ce que ça te dirait de tester la démo Et il était super chaud, il m'a dit ouais carrément je testé la démo, il a testé la démo, il m'a donné de très très bons feedback. Et ensuite après j'ai dit écoute voilà je recherche quelqu'un je voulais avoir des illustrations du personnage, je lui ai dit voilà je recherche quelqu'un pour faire des illustrations. Et il était super chaud, on a bossé sur cette base là. Comme tu l'as dit en fait j'ai donné en fait ce qu'avait fait James en fait en termes de travail sur le personnage en tant que base. Que du coup Imamura-san a respecté et il a sorti l'illustration que tu as sur ton écran. Et donc vous commencez à le comprendre, tout ça a mené à la petite confusion, c'est qu'en fait ce jeu qu'on l'a vu n'a rien à voir, malgré la ressemblance énorme du personnage avec un des Ice Climbers. Ce jeu s'appelle Grappin. Voilà, la confusion a tout simplement été faite parce que quand on a un monsieur Imamura qui partage le dessin qu'il a fait pour ton jeu d'un design d'un personnage qui ressemble à Ice Climber, les gens ont fait le lien et voilà, c'est intéressant. Donc ça a été une totale coïncidence. Il en rigole lui-même dans ses tweets en japonais en disant c'est pas Ice Climber hein, les gars. Est-ce que vous y avez pensé pendant la création? Vous vous êtes dit ah c'est vrai que ça ressemble ou pas du tout? Ah oui, totalement. En fait, c'est une complète coïncidence pour être tout à fait honnête. J'ai jamais eu l'idée de me dire je vais demander qu'il fasse un personnage qui ressemble à Skimmer. C'était vraiment une complète coïncidence. Mais quand j'ai vu le design du personnage, je me dis oula, oui, il y a clairement de ressemblance. Mais moi, ça me déplaît absolument pas parce que comme je disais, je suis fan de Nintendo de base. Ice Climber, enfin, en tout cas, les personnages
je les porte assez dans mon cœur, donc du coup c'était plutôt sympa. Et on peut dire quand même que même si c'est une coïncidence, que le fait que ce monsieur ait travaillé 30 ans chez Nintendo, il y a forcément un savoir-faire, une façon de designer les personnages qui forcément s'est rapproché de ce qui a été fait chez Nintendo. Justement, tu parlais de ta démarche d'avoir créé l'univers après les mécaniques, ça c'est quelque chose de très Nintendo aussi. Dès qu'ils te parlent des jeux qu'ils ont fait, que ce soit F-Zero, Mario Kart, les Mario, etc., à chaque fois ils sont partis de « nous on a envie de faire un jeu de tel type avec telles actions », et on voit ensuite quel univers on colle à ça pour que ça fasse un truc attachant, quoi. Et toi, tu as fait exactement la même chose, donc je trouve que vraiment, en termes d'âme, pour moi, on peut parler de l'héritier d'une sorte d'enfant caché de Nana et Popo, si j'ose dire. Du coup, ton jeu, il sort très bientôt, là, non ? Il est sur Steam, là, on peut se le mettre en wishlist, c'est ça ? Ouais. Ça sort quand exactement ? Le jeu sort le 24 mars, si tout va bien. Alors, Donc je vois le 23 sur Steam, je sais pas s'il y a une erreur. Ah, ça doit être peut-être le fuseau horaire, je pense. C'est vrai qu'on a un jour d'écart. Et il y a même une démo, hein, je vois, donc vous pouvez le tester gratuitement pour voir un petit peu si ça vous chauffe. Est-ce que tu as envie à l'avenir ? Est-ce que tu penses si ça a marché assez, à devenir indépendant ? En fait, c'est quelque chose auquel je réfléchis un petit peu, c'est vrai. Ça dépendra aussi du succès du jeu. Je vois pas Grappin comme quelque chose qui pourrait me rendre riche, ça c'est clairement pas ce que je me dis. Mais je me dis que peut-être ça pourrait devenir une première étape pour quelque chose de plus gros par la suite. Question un peu farfelue, si demain tu recevais un mail de Nintendo, bonjour, c'est Nintendo, on adore votre jeu, est-ce que vous voulez pas adapter l'habillage pour qu'on dise que ce soit un jeu Ice Climber ? Est-ce que tu y vas ou pas ? Ah mais tout de suite. Je dis ça parce que c'est marrant, parce qu'il y a eu plein de jeux qui à la base n'étaient pas des jeux Nintendo qui sont devenus des jeux Nintendo. Je pense à Star Fox par exemple, Adventure sur GameCube, qui n'était pas du tout un jeu Star Fox à la base. Tu penses à Dinosaur Planet, il me semble. Ouais, Dinosaur Planet, exactement, ouais. C'est ça. Écoute, en tout cas, je veux te remercier d'avoir pris ce temps pour nous partager ton expérience, ton parcours. Merci beaucoup, salut Amine. Et nous, on va passer à l'étape ultime de ce voyage des profondeurs d'Ice Climber. On va aller dans les abysses, tout simplement, à la dernière étape. C'est parti.